vous accueillir ce soir en compagnie de Michel Sauvin. Michel, bonjour. Alors, vous êtes un scientifique et un chercheur aguerri. Vous êtes pharmacien et pharmacochimiste, mais vous avez également un master en maladies tropicales parasitaires. Alors, grâce à tout ça, vous avez exercé différents corps de métier tels que professeur, chargé de recherche, mais aussi responsable de laboratoire. Et en fait, toute votre carrière tourne autour de la pharmacochimie des substances naturelles. Alors, vous travaillez depuis 1984 avec l'IRD, qui est l'Institut de recherche pour le développement, dont d'ailleurs vous avez été le directeur de recherche de première classe depuis 2012. Mais cela fait seulement quelques années que votre intérêt s'est porté sur de petits arthropodes qu'on sous-estime souvent, qui sont les insectes. Alors, l'avantage de cette édition de Scientilivre en ligne, c'est évidemment de pouvoir recevoir du public et des intervenants de partout dans le monde. Et vous n'y échapperez pas, c'est le cas de le dire, car vous nous venez du Pérou, où vous êtes chercheur depuis 2005. Alors ce soir, vous allez nous parler entre autres de vos sujets de recherche, qui sont les insectes comestibles, et qui visiblement sont pleins de ressources inattendues et insolites pour l'homme. Alors, je vais ainsi vous laisser définir la notion d'une seule santé pour ensuite nous présenter vos sujets d'études qui sont les insectes, mais pas n'importe lesquels. Et je vous laisse découvrir tout ça à vous qui nous regardez depuis chez vous. Je vous laisse la parole et je reviendrai en fin d'intervention pour vous poser les questions. Donc, bonsoir à tous. Ici, bonjour. Buenas tardes a los que me escuchan en castellano, mais je vais parler en français. Donc, je vais vous présenter donc, ce sujet qui me passionne, qui est celui des insectes détritivores. Qu'est-ce que c'est qu'un insecte détritivore, déjà, pour commencer? Ça s'entend dans le nom. Hein. C'est un insecte qui mange des détritus, des substances organiques, des déchets organiques qui ne sont déjà plus des êtres vivants, qui sont des êtres qui sont morts. Voilà. Donc, l'intérêt de ces insectes, je vais essayer de les définir par rapport au concept d'une seule santé, que l'on nomme aussi One Health en anglais. En fait, ce concept, c'est un effort de collaboration de diverses disciplines qui travaillent à différents niveaux, au niveau local, bien sûr, national, dans un pays, et mondial, qui permet d'atteindre, grâce à cette approche multidisciplinaire, une santé optimale pour les personnes, pour les êtres humains, mais aussi pour les animaux et pour notre environnement. Et c'est un concept qui est très important, en fait, parce que c'est probablement la clé pour réduire ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire les pandémies. Et entre autres, la pandémie qui nous touche tous actuellement, qui est la COVID-19. Donc, ce qui est important dans cette affaire, c'est de prendre en compte l'interdépendance entre les trois domaines de la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Alors, il y a plein de domaines qui sont importants dans cette affaire-là, mais ce qui est important, je dirais, pour illustrer en particulier le rôle des insectes détritivores, c'est d'abord une production d'aliments sûrs et sains pour les humains et pour les animaux qui les destinés à la consommation humaine. C'est important de considérer ça comme un tout. Et ce sont des efforts qui se font au niveau réglementaire, en particulier en Europe, par rapport au reste du monde, sur comment nourrir les animaux, comment ne pas les maltraiter, enfin, toute une série de choses qu'il faut savoir sur cette partie de la production des animaux pour la consommation humaine. Alors, ce qui est important aussi par rapport au concept de One Health, c'est les ressources sont tirées de l'environnement, mais il faut justement se débrouiller pour que cet usage soit durable, que cette ressource soit durable dans cette perspective de préservation de l'environnement. Enfin, qui est un concept qui va complètement avec les deux premiers, c'est que en fait, santé animale et humaine doivent être fondées, non pas sur le traitement, mais sur la prévention des maladies. Alors, tout cela dit, parlons de ces horribles insectes. Ces insectes que l'on considère comme tous, d'une manière ou d'une autre, à un moment de notre vie, petits, grands, comme des
des animaux répugnants, dangereux, vecteurs de maladies pour certains d'entre eux. On a tendance à les confondre tous, de toute façon. Hein. Les insectes, c'est une sphère difficile à comprendre, à approcher, ça pique. Enfin, il y a toute une série de choses qui se passent dans nos relations quotidiennes avec les insectes. En plus, on considère en particulier les insectes détritivores qui pullulent dans des endroits sales, chauds et humides. Et ils sont bien évidemment, en particulier pour les insectes détritivores, les intermédiaires obligés de la transformation des matières organiques mortes. Et dans les écosystèmes, comme vous le voyez sur la figure que j'ai eu du mal à trouver, qui illustre bien, elle vient de collègues hollandais, elle illustre bien en fait l'interrelation entre tous les animaux dans le cadre du cycle de la vie. Mais les insectes, dans l'imaginaire collectif, symbolisent la mort. Donc il va falloir s'habituer aussi au concept de la mort, ça c'est aussi un autre problème de l'humanité. Alors pourquoi je vais vous parler d'abord de vautours? Parce que s'il n'y avait pas les vautours, on va faire une analogie après avec les insectes, je crois qu'on aurait beaucoup de problèmes, en particulier dans des pays comme l'Inde. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a eu très récemment des travaux, enfin très récemment, relativement récemment, des travaux qui ont montré que ces fameux vautours qui servent en fait, à éliminer les carcasses des animaux, petit à petit, ont fini par disparaître de la surface de la terre Inde. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous savez que les animaux sont sacrés en Inde, en particulier les vaches, et que donc on les utilise pour leur lait, parce qu'elles représentent un bien, et quand elles meurent, elles sont en général laissées, elles meurent de vieillesse, elles sont laissées pour compte dans la nature, et de ce fait, elles doivent être éliminées. Il n'y a pas d'équarrissage, d'élimination des animaux morts d'une manière, je dirais, collective. C'est la nature qui s'en occupe. Et le principal vecteur de cette élimination, c'était le vautour, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que le diclofénac, un anti-inflammatoire que tout le monde connaît, qu'on utilise beaucoup en médecine humaine, était utilisé pour traiter le bétail, et il y a une trentaine d'années. Et malheureusement, ce diclofénac a un pouvoir stérilisant extraordinaire malheureusement sur le vautour. Et en moins de 30 ans, quasiment 100% des vautours ont disparu. Quelles sont les conséquences? La pullulation des cadavres d'animaux dans toutes les campagnes de l'Inde, avec une présence de pollution au point d'eau, avec la présence aussi de chiens errants et de rats qui ont remplacé le vautour, mais qui, eux, sont vecteurs de maladies. Le principal problème, par exemple, des chiens errants, ils sont 18 millions en Inde, c'est qu'ils sont les vecteurs de la rage, et qu'il y a 30 000 morts de la rage, qui représentent la moitié des cas de morts par la rage dans ce pays. Donc vous voyez un petit peu l'importance que peut avoir ce détritivore qui a été éliminé par l'action de l'homme du fait de l'usage non adéquat d'un anti-inflammatoire traitant le bétail. Le réel aussi intérêt du métabolisme des vautours, c'est que c'est un cul-de-sac pour les pathogènes qui sont véhiculés par les carcasses des animaux morts. Donc c'est intéressant, ce terme-là, je vais revenir pour parler des insectes. Alors maintenant, parlons des insectes. Donc je me suis intéressé depuis, comme il a été dit en entrée de jeu, à un insecte en particulier. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs, vous pouvez regarder sur le graphe à droite le nombre de publications internationales qui ont commencé à sortir depuis une dizaine d'années sur cette fameuse mouche qui s'appelle mouche soldat noir, qui est le nom scientifique c'est Armetia illucens, qui est considérée par beaucoup de scientifiques comme une alliée de l'homme. Pourquoi? Bon, d'abord, elle ne vit pas au détriment des humains. Ce n'est pas une mouche qui va sur les gens. Pourquoi elle ne va pas sur les gens? Tout simplement parce qu'elle ne s'alimente pas quand elle est adulte. Donc, elle ne cherche pas à venir sur les gens pour se nourrir. Donc, on peut le constater même dans les élevages ou dans celui qu'on a, on a des milliers de mouches et quand elles s'échappent des cages, ça peut arriver, elles ne viennent pas souvent. L'autre intérêt, c'est qu'elles sont l'aliment, comme toutes les mouches d'ailleurs, naturel de plein d'animaux monogastriques. Alors, c'est quoi un animal monogastrique? C'est le contraire d'un ruminant. C'est un animal qui a un seul estomac. Et nous sommes des monogastriques, les cochons sont aussi des monogastriques, les volailles, les poissons, etc. L'intérêt aussi de cette larve, c'est qu'elle consomme tout type de déchets. Donc, c'est une larve. C'est une mouche détritivore, donc qui consomme des déchets organiques, et ça va très loin, puisque ça va des déchets de fruits,
jusqu'aux légumes, les viandes, bien évidemment, les viandes sur les cadavres ou les viandes tout court qu'on peut leur donner, les drèches de céréales suite à l'extraction des produits pour fabriquer la bière, et aussi les excréments, comme le guano de volaille. Donc, on a vraiment une variété d'utilisation des déchets qui est assez extraordinaire, et surtout aussi une capacité de produire à partir de des microlarves qui sont pondues par la mouche sur le déchet organique. Vous avez, avec 1 kilo de microlarves, imaginez en 10 jours, vous produisez 5 tonnes de larves. Et les excréments de ces larves, ce sont aussi de superbes engrais organiques. Donc, à partir de 28 tonnes de déchets, vous éliminez de l'eau, des gaz carboniques, mais tout le reste, c'est des éléments utiles pour des nécessités de l'homme. Donc, c'est un élevage qui est si important que dans beaucoup de régions du monde, on s'en sert en fait, pour fabriquer des aliments et aussi comme source d'engrais organiques. On va revenir un petit peu sur cette expérience-là. Là, vous voyez d'ailleurs, pour parler de la capture naturelle d'une mouche, une truite, elle sort de l'eau, elle sort de son élément pour attraper la mouche. Hein. La mouche, pas la mouche synthétique qui est au bout de la ligne, mais une vraie mouche. Donc, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le vautour, c'est que son microbiote intestinal élimine les microbes pathogènes. Donc, c'est vraiment important parce que ça permet à la fois de donner des aliments pour la consommation des animaux de ferme, mais aussi un aliment qui paraît beaucoup plus sain que ce qu'il aurait été s'il avait fallu faire autrement, avec un autre type de consommation. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que effectivement, ces excréments de mouches on l'appelle aussi black soldier fly. BSF, c'est le nom anglais. Black soldier fly, la mouche soldat noire, qui a une composition adaptée à leur assimilation par les plantes. En fait, aussi, de ce que je vous avais dit, c'est donc une recherche en pleine expansion, avec des réseaux un peu partout, en particulier en Europe. Il y a des réunions scientifiques sur ce sujet des insectes aliments depuis 9 ans déjà, donc depuis une dizaine d'années. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse plus particulièrement? Là, je vous renvoie à une très belle exposition que l'IRD a mis en place, une exposition virtuelle qui s'intitule « Les insectes au secours de la planète ». Ça, c'est un des schémas de cette exposition qui vous explique un petit peu à travers le cycle de la mouche soldat noire comment on fait pour fabriquer à partir de déchets organiques, des aliments pour le bétail, soit en utilisant les larves directement vivantes, pour les élevages de volailles élevées en plein air, on va en reparler, parce que c'est un sujet qui nous intéresse directement. Je vais vous présenter le projet sur lequel nous sommes en ce moment. Et on peut en faire aussi des farines qui sont utilisées dans différents élevages en les mélangeant avec d'autres aliments, comme pour les volailles avec le maïs, etc. Et finalement, ce que je vous ai dit aussi, c'est qu'il y a d'autres produits qui sont récupérables, comme les fertilisants, comme les excréments qui peuvent servir de fertilisants. Et aussi, quand on extrait de la larve des protéines pour l'alimentation, on peut aussi récupérer des huiles. Et ces huiles peuvent être, comme ce sont des huiles de bas poids moléculaire, elles sont tout à fait transformables en diesel, ou en huile pour l'alimentation. Et puis la chitine, qui est un élément important des insectes, qui sert pour fabriquer un certain nombre de produits à base de chitosans, comme des prothèses pour les personnes, comme des produits qui sont utiles pour absorber des polluants, enfin toute une série de choses qu'on peut faire avec en termes industriels. Alors, pour revenir un petit peu sur le panorama de l'industrie qui s'est mis en place, je dirais essentiellement dans le nord du monde, à part une exception en Afrique du Sud, qui a été un pionnier d'ailleurs. Toutes ces sociétés que je vous présente là sont des sociétés qui sont essentiellement en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Chine. La plus grosse entreprise actuellement, la plus grosse unité de production est en train de se mettre en place. C'est une société française qui s'appelle Innovafeed, qui est en train de mettre en place une usine de protéines d'insectes à base de Black Soldier Fly, à base de mouche soldat noir. C'est l'espagnol qui me vient. Et ça va permettre, dans l'année qui vient, bien évidemment, lié à des autorisations réglementaires importantes,
qui va permettre de produire beaucoup de protéines et un certain nombre d'autres éléments dont je vous ai déjà parlé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, dans le laboratoire par rapport à cette mouche sur ce sujet qui nous intéresse, parce que je travaille sur les substances naturelles, mais mes jeunes collègues aussi sont intéressés par des découvertes qui valorisent la biodiversité. Et là, on s'est intéressé non plus à la mouche comme telle, mais à la mouche comme avec ses capacités d'éliminer les bactéries pathogènes. Alors, c'est une combinaison, en fait. Hein. Les insectes, en général, ont un système d'anticorps non spécifiques qui sont, qu'on appelle ce sont des peptides, en fait, qui sont fabriqués dans leur sang à eux, qu'on appelle l'hémolymphe, qui irriguent tout leur organisme, et de micro-organismes qui sont présents dans leur système digestif. Donc, ce qu'on peut appeler aussi chez nous les probiotiques. Des probiotiques, il y en a partout. On a une flore microbienne qui nous aide à supporter les attaques des pathogènes. Ben, c'est pareil pour la mouche, d'autant plus qu'elle vit en permanence dans des endroits un peu insalubres, comme on l'a dit au début. Donc, on s'est associé entre mon institut, l'IRD, l'université dans laquelle je travaille déjà depuis quelques années, comme je l'ai dit au début, et l'université de Toulouse. Donc, on a isolé et on a publié des travaux sur des peptides actifs contre Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui contamine la moitié de la population de la planète, entre 50 et 70%, 50% en Europe, 70% ici, et qui est à la fois une sorte de commensal, mais quand ça se détériore, on fait des gros ulcères. Et aussi, malheureusement, quand ces ulcères s'installent dans le temps, c'est le principal facteur responsable de cancer de l'estomac. Donc, c'est important de bien traiter cette pathologie et de vérifier de manière permanente qu'on n'est toujours pas plus infecté. Donc, on a aussi isolé un deuxième travail lié aux microbes présents dans la flore digestive de Hermetia, donc de la mouche, qui sont actifs contre les staphylocoques et les salmonelles. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Pour revenir sur l'approche One Health, vous avez vu donc cette mouche a plein d'intérêts. Elle est à la fois un recycleur de déchets organiques, donc ça évite de repomper des ressources dans la nature. Ça permet aussi d'avoir des sources de probiotiques ou d'antibiotiques. Et finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de la réalité de la vie. Et en particulier, l'intérêt le plus prononcé, c'est des élevages qui soient, je dirais, raisonnables en termes de fonctionnement pour éviter ces élevages concentrationnaires où on bourre les poulets et les cochons d'antibiotiques et où on les met dans des surfaces de vie très petites. Et tout ça, ça entraîne des tas de problèmes, en particulier l'apparition de très fortes résistances aux antibiotiques, des stress épouvantables et des capacités en fait, à résister à quoi que ce soit très faibles. Donc, c'est une sorte de cercle vicieux et qui est cassé par ce genre d'élevage, comme je suis en train de vous montrer sur les photos, qui correspond à en fait, un élevage, là ça se passe au Pérou, mais ça se passe aussi dans beaucoup de pays dans le monde maintenant, qui est malheureusement au Pérou une source marginale de production d'œufs, parce que c'est un problème de coût et de ressources de la population. Enfin, en tout cas, ça existe et on essaye de les aider à utiliser le moins possible les antibiotiques. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette affaire-là? On a commencé, bien évidemment. On s'intéresse donc à une alimentation vivante. C'est-à-dire qu'en fait, on se rapproche de ce que la poule fait naturellement, vraiment naturellement, même des poussins à peine nés, vous les mettez en présence de larves d'insectes, ils les mangent immédiatement. Ils ne cherchent même pas à comprendre, c'est la génétique qui les pousse à ça, c'est l'inné, et ça fonctionne à tous les âges et à n'importe quel moment de leur cycle, parce que les poules que vous voyez en train de manger les larves là au milieu de l'écran, sur la droite, pardon, ce sont des poules que vous ne les avez jamais vues avant qu'on leur donne le jour où on leur a donné, et elles étaient absolument fascinées par ces larves en laissant tomber tout le reste. Donc, ce qu'on cherche à savoir, c'est s'il y a eu déjà des expériences qui ont été faites dans d'autres pays pour voir s'il y avait des répercussions de cet apport alimentaire sur la production, en particulier sur la qualité et la quantité d'œufs produits par les poules tous les jours.
sur la qualité de la réponse immunitaire suite à des vaccinations qui sont obligatoires au début de la vie de ces poules. Généralement, on pense qu'une flore microbienne adaptée diminue beaucoup les problèmes immunitaires des gens et des animaux. Tout ça, ça marche ensemble. Il ne faut jamais oublier que nous sommes des animaux comme les autres. C'est important de se mettre dans cet état d'esprit-là pour comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous et essayer d'être plus proche de ce qui se passe dans ces élevages. Aussi le stress, qui est un facteur très important quand il y a beaucoup d'animaux dans un même endroit. Et donc on sait aussi qu'une façon de dériver du stress vers quelque chose d'utile, c'est le phénomène de la chasse, de la chasse à un aliment qui est une larve vivante. Et puis aussi, on va s'intéresser évidemment à l'étude moléculaire de la microbiote intestinale des poules. Alors là, je vais essayer de faire quelque chose qui est un petit peu... Je vais arrêter celle-là de présentation et je vais essayer de vous montrer une petite diapo. Ah, on va y être. Et donc là, on va repartir depuis le début. Et là, je suis en train de vous montrer ce qui se passe quand on donne à des poules qui sont nourries, donc comme vous voyez, qui sont libres, des larves. C'est la première fois qu'elles reçoivent des larves, là, et elles y vont. Ça ne leur pose aucun problème de les manger. Elles sont même très, très actives. Et ce n'est même pas toujours évident de voir qu'est-ce qu'elles font exactement, parce que ça va vite. Donc, j'ai fait un petit tournage au ralenti pour voir comment ça se passe quand elles les attrapent. En général, elles les attrapent en plusieurs étapes. Elles commencent un petit peu à les mastiquer, elles les refont tomber par terre, puis elles les reprennent. C'est un peu comme ça que ça se passe. Mais elles sont vraiment, c'est très impressionnant, extrêmement avides. Et là, vous voyez d'une manière encore plus frappante, si on peut le dire, elles ont effectivement un très grand appétit pour les larves d'insectes. Alors, on sort de là. Oups. Voilà, et je reprends la présentation. Et là, normalement, ça devrait passer. Et voilà, on est revenu à la présentation. Donc, cette étude est en cours. On aura les résultats, si tout va bien, à la fin de l'année. Donc, on espère pouvoir publier ces résultats et puis inciter, je dirais, les élevages au Pérou et ailleurs dans le monde à avoir des pratiques de cet ordre-là pour améliorer les conditions de vie des poules et puis aussi la qualité des œufs produits. Et on peut faire la même chose pour les poulets, on peut faire la même chose pour les cochons. Il y a des expériences un peu partout dans le monde autour de ce sujet-là. Le côté vivant, ça pose des problèmes essentiellement je dirais, de stockage. Donc, c'est plutôt réservé à des systèmes avec des cycles internes de production, des déchets dans une ferme qui sont utilisés pour produire des insectes qui sont eux-mêmes utilisés directement dans les élevages qui font partie de la ferme. Je pense que c'est plutôt de ce côté-là que ça se passe. Mais autrement, vous avez aussi, bien évidemment, l'utilisation d'une manière industrielle, comme je l'ai montré tout à l'heure. Petit détail, voilà. Alors, je voulais aussi parler de quelque chose qui me paraît important, qui est malheureusement un problème mondial. Donc, on va revenir un petit peu sur ce que sont en général les insectes détritivores et à quoi ils servent dans le cycle de la disparition des déchets. On a tendance à considérer d'une manière erronée que les insectes sont très peu présents dans ce cycle. En fait, on les représente peu, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la représentation hollandaise, où pour une fois, on voit les insectes au travail avec les autres. En général, on n'en parle pratiquement pas. On parle de champignons, de bactéries. On parle très peu, surtout pour les déchets animaux, de ces détritivores que sont les insectes. On en parle un petit peu pour les bousiers autour de l'exemple très fameux des bousiers qui n'avaient pas été introduits quand les Australiens ont introduit la vache à l'époque de la colonisation sur les plaines australiennes. Le résultat, c'est que toutes ces bouses n'étaient pas assimilées et ça a entraîné une stérilisation des sols terribles. Il a fallu introduire le bousier qui venait d'un autre continent le bousier, c'est un petit insecte qui s'intéresse à la bouse de vache, qui en fait des petites pelotes et qui les a introduits dans des terriers pour les manger tranquillement.
Et ça a une très grande importance parce que c'est comme ça qu'on peut enrichir le sol et faire que le sol se régénère. Donc, vous voyez là un exemple très puissant de ce que représentent les insectes. Vous avez des tas d'exemples comme ça. Et pour revenir aux animaux monogastriques, nous sommes de mauvais digesteurs. On ne sait pas bien digérer ce qu'on mange. On a une vingtaine, pratiquement la moitié de ce que l'on mange qui est rejeté tel quel. Dans le sens qu'on a des protéines qui sont perdues et des sucres qui sont perdus. Et donc, ce qui fait que ça ne se transforme pas en un problème, ce sont les insectes qui sont capables justement d'être la première étape de ce recyclage de la matière première. Je vous donne un exemple. Je pense que beaucoup de gens qui écoutent ont des chiens et que si vous êtes conscient, vous ramassez les crottes de vos chiens, des fois vous les oubliez. Et si vous les avez oubliés, que vous constatez que quelques jours plus tard, il faut ramasser la crotte, en général en dessous, vous avez une population d'insectes qui est là, qui s'est intéressée à la crotte avant vous. Donc, il y a vraiment une importance de l'insecte dans cette affaire-là. Donc, le problème, quand on est dans la surabondance d'excréments, en particulier dans les grands élevages industriels, on a des marées vertes, comme vous savez, sur les côtes de Bretagne. Et je pense que par rapport à ça, le rôle de l'insecte pourrait être vraiment important si on pouvait le réintroduire comme un élément de capacitation dans un contexte d'agroécologie plus que de pratiques industrielles classiques, enfin d'agriculture classique, pour éviter ce genre de phénomène. C'est un élément parmi d'autres, mais c'est un élément, à mon avis, important et qui est largement oublié. On peut d'ailleurs parler de la méthanisation, qui est une fausse bonne solution et qui pourrait être très avantageusement remplacée par l'utilisation des insectes. Alors, maintenant, je vais faire un bilan de ce que... les contributions de Hermetia et Lucens au concept d'une seule santé. Donc, à gauche, c'est ce que je vous avais dit, c'est-à-dire la production d'aliments sûrs, l'utilisation durable de ressources et la santé animale et humaine. Vous voyez de l'autre côté ce que, entre autres, Black Soldier Fly et quelques insectes équivalents puissent apporter. C'est d'abord des produits qui sont sûrs et qui sont intéressants aussi en termes de santé même des animaux. Une bioconversion et un recyclage optimal des déchets de toute origine. Donc ça aide aussi à la santé de l'environnement. Et bien sûr, la santé animale et la santé humaine pour les qualités antibiotiques et probiotiques des larves de cette mouche. Donc là, ça vous résume un petit peu pourquoi une seule santé, parce que je pense que ce concept de cet insecte détritivore, et en particulier de la soldat fly, la mouche soldat noire, la mosca soldat negra, et c'est un exemple intéressant de cette approche. Et maintenant, on avait parlé au début de cette vision d'horreur que sont les insectes pour beaucoup de gens. Et on pourrait peut-être changer les choses. Et en général, on change les choses grâce aux enfants, parce qu'ils sont curieux. Dès qu'ils expérimentent, ils n'ont plus peur. Donc, c'est des expériences qui sont en cours dans beaucoup de pays du monde, en particulier en Asie, peut-être parce que l'Asie est plus, utilise plus la ressource insecte dans sa vie de tous les jours, mais enfin, toujours est-il que c'est quelque chose aussi qui existe maintenant en Europe et aux États-Unis. Ce sont des kits pour apprendre à élever les insectes. Alors, on les élève, on utilise des verres de farine qu'on trouve facilement dans les cuisines si on ne fait pas très attention à conserver de manière hermétique ces farines de blé ou d'autres. Donc, ils sont faciles à élever, ils sont sûrs parce qu'ils ne représentent aucun danger de pathologie. Et surtout, c'est un super apprentissage en quelques semaines pour apprendre à les élever et aussi à les manger. Parce qu'à la suite de ça, on peut très facilement, il y a des tas de recettes sur Internet maintenant, on peut faire frire des insectes et les manger. D'ailleurs, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, je vais peut-être arrêter de partager quelque chose de mieux. Après, je continuerai. J'ai fait l'habitude. Donc là, on est au Pérou. Donc là, vous avez... voilà. Donc ça, ce sont des larves de palmier. J'essaie de faire ça bien, c'est pas évident. Voilà, des larves de palmier qui sont dans une préparation qu'on appelle le suricchado. Et ces larves de palmier s'appellent souris.
sa vie en Amazonie péruvienne. Et donc, c'est en fait à base de pisco, donc un alcool fort du pays. Et vous avez aussi un certain nombre d'autres insectes. Là, ce sont des grosses fourmis. Ce sont des fourmis, en fait, qui sont aussi Azulacharo, pardon, voilà, et qui sont vendus dans les marchés de l'Amazonie péruvienne. Je reprends la partage d'écran pour terminer. Donc, on était avec les enfants et leur intérêt pour l'expérimentation. Dès qu'on leur donne la possibilité, ils n'ont pas peur, eux, ils expérimentent. Et puis, ils peuvent arriver finalement, en tant qu'adultes, à accepter qu'un insecte leur monte sur la tête. Donc là, je vous donne quelques liens pour aller plus loin. Alors, je sais que malheureusement, là, ce sont des liens pour vous qui ne sont pas cliquables. Enfin, je ne crois pas qu'ils soient cliquables. Bon, l'expo dont je vous ai parlé, les insectes au secours de la planète, vous allez sur le site de l'IRD et vous allez les trouver facilement. Vous mettez les insectes au secours de la planète et vous allez trouver l'exposition. Elle vaut vraiment la peine. Elle est en 3 langues, en français bien sûr, en anglais et en espagnol. Et elle représente vraiment tous les ensembles, l'ensemble des services que rendent les insectes, non seulement à l'homme, mais surtout au fonctionnement de la vie sur la planète. Je voulais aussi vous donner un lien sur un livre qu'on a réalisé parce qu'on s'est intéressé non seulement aux insectes qui sont mangés par les poulets ou les cochons, mais aussi aux insectes qui sont mangés par les personnes. On a travaillé ici avec des chefs. Je ne sais pas si vous savez, mais le Pérou est considéré comme un des pays les plus prometteurs en termes de gastronomie. Et par exemple, dans les classements internationaux, il y a un certain nombre de restaurants qui sont péruviens, qui sont considérés comme parmi les meilleurs du monde. Et on a travaillé avec eux et on a d'ailleurs un autre projet en préparation pour continuer à travailler avec eux. Et ce livre raconte, en fait, d'une manière simple, donc en espagnol malheureusement, pour ceux qui ne puissent pas le lire, et il est disponible directement là. Si vous allez appuyer sur ce lien-là, vous allez directement sur le livre lui-même. Il vous raconte un petit peu l'expérience partagée entre une communauté indigène de l'Amazonie haute du Pérou, près de Tarapoto, et un chef cuisinier et son équipe, et nous les chercheurs en ethnozoologie, en chimie des substances naturelles sur ce que peuvent être les insectes péruviens savoureux. Enfin, pour comprendre mieux les enjeux des insectes comme nourriture, il y a un très bon rapport de la FAO qui parle beaucoup de tout ça et qui explique un petit peu quel est l'avenir de ces insectes en termes d'alimentation humaine. Je vous ai mis aussi deux autres liens, mais je crois que j'ai sauté quelque chose. Voilà, c'était ça, j'avais oublié, excusez-moi. C'est parce que je vois le lien. C'est important aussi, on a parlé d'éducation, mais il faudrait aussi parler un petit peu d'éducation des journalistes. L'Académie des sciences a recommandé tout à fait récemment, à la fin du mois de janvier, de mesures pour éviter la disparition des insectes. En particulier, c'est un sujet très, très, très douloureux en France pour ceux qui protègent l'environnement, c'est la réutilisation des néonicotinoïdes, qui est une véritable peste, on va le dire, pour la vie de l'entomofaune, et sans discrimination. Donc c'est très compliqué de les utiliser de manière ciblée. Il faut essayer de limiter au maximum ces usages-là, et puis passer aussi à une meilleure gestion du territoire pour conserver les milieux et restaurer surtout la complexité des habitats naturels pour que tous ces insectes puissent de nouveau vivre, tout en essayant de maintenir, disons, une convivialité qui passe essentiellement par l'agroécologie, entre insectes prédateurs, parce qu'ils sont quand même beaucoup mangent des végétaux, et l'homme et ses productions. En fait, ce qui est important aussi, et là, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, toutes ces informations sortent d'un article qui est sorti dans Le Monde à la fin du mois de janvier, d'un journaliste très, très intéressé par ces thèmes-là, et qui montre, qui nous enseigne qu'il y a eu un travail qui a été fait par des chercheurs américains, qui montre que sur 10 millions d'articles de presse
ne sont parus, tout sujet confondu, bien évidemment, entre, en fait, sur une douzaine d'années. 0,02%, c'est vraiment rien du tout, s'intéressent aux pollinisateurs, les abeilles, les fameuses abeilles qui, sans elles, on n'a plus de plantes, et encore beaucoup moins qui parlent de la question de leur déclin. Donc, le bien commun qu'est l'entomofaune n'est pas pris en avis, n'est pas pris en considération par les gens qui vous informent, qui nous informent. Donc, il est important d'en faire quelque chose, de prendre conscience de l'intérêt qu'on doit avoir pour cette petite animaux. Et donc, voilà, donc, je vous ai mis le lien de l'article et je vous remercie de votre attention. Et je suis à votre disposition pour répondre à des questions. Hop. Alors, normalement, vous me voyez. Alors, merci beaucoup pour cette conférence sur les insectes détritivores. Et alors, je rebondis sur, vous parliez de l'exposition Les insectes au secours de la planète. Alors, elle est disponible en fait sur le site de scientilivre.org, donc le site du festival, dans la rubrique Atelier libre, vous pouvez la trouver. Et il y a même un quiz qui est associé à cette exposition. Alors, j'aimerais bien revenir rapidement sur l'exemple que vous avez donné avec les poules qui étaient nourries avec une alimentation vivante. En fait, ça illustre vraiment le concept d'une seule santé, dans le sens où vous étudiez les mouches en elles-mêmes et ce dont elles sont capables au niveau de leur faune intestinale, en fait. Et après, en fait, on va donner ces mouches aux poules et tout ça, ça va faire un cercle pour qu'il y ait des meilleurs rendements pour qu'ensuite l'homme puisse mieux l'exploiter. Donc, les rendements, que ce soit au niveau des œufs et dans une moindre mesure de la viande qu'on peut obtenir aussi avec ces élevages-là. Et donc, voilà, j'ai trouvé que ça illustrait très bien ce concept avec cet exemple. Donc, on attend les résultats de cette étude avec impatience. Et du coup, j'ai pas mal de curieux. Donc, déjà, cette étude, est-ce que vous savez sur combien de temps elle a été établie, enfin, combien de temps elle va durer? Elle dure, comme ce sont des poules pondeuses, pour avoir une réponse suffisamment puissante en termes d'analyse, comme ce sont des animaux qui vivent 70 semaines à peu près, 70 à 80 semaines, leur moment utile, c'est entre la 40e et la 60e semaine. Donc, c'est sur cette période-là, à peu près 6 mois, qu'on a commencé il y a quelques semaines, il y a 3 semaines. Dans un peu moins de 6 mois maintenant, on aura les réponses sur cette étude-là. Et on fait un travail avec des lots témoins où les poules sont élevées normalement et des lots qui sont élevés avec des larves nourries avec des déchets organiques, venant de supermarchés d'ailleurs. Et l'autre partie, ce sont un mélange entre déchets organiques de supermarché et une partie de ce qu'on appelle la litière souillée des poules. Ça paraît bizarre, mais en fait, comme je vous l'ai dit, ce sont des insectes détritivores. Donc, ce qui les intéresse en particulier, d'ailleurs, c'est un vrai problème, les mouches domestiques avec les élevages intensifs, c'est que c'est une pullulation. Donc, l'intérêt, c'est de faire une sorte de défi, on appelle ça un défi sanitaire, qui est de pousser la larve de la mouche face à un guano qui est intégré dans une litière à base de végétaux, à manger, parce qu'ils sont capables de l'assimiler, et surtout d'avoir une réaction par rapport aux éventuels pathogènes qui seraient présents dans cette partie de la litière, qui est un vecteur très important de maladie dans les élevages de poules. Donc, ça permet aussi de stimuler les défenses immunitaires de la larve et par rebond, parce que tout ça, c'est lié, hein, ça fait partie de la vie, donc par rebond, stimuler les défenses immunitaires des poules. On verra si les deux lots ont une information différente à nous donner. D'accord, oui, parce que le lot avec les poules qui sont nourries avec ces larves-là sont nourries dès qu'elles sont poussins. Donc, c'est vraiment leur alimentation de base. Alors, ça pourrait l'être. Ce n'est pas le cas dans notre étude parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour faire une étude complète. On l'a fait seulement au moment où elles sont dans le maximum de leur capacité productive.
Donc, c'est les 6 D'accord. mois dont je vous ai parlé. Mais on peut D'accord. effectivement le faire tout à fait à partir du début, parce que ça ne pose aucun problème aux poussins de manger des larves, comme je vous l'ai dit. Oui, mais du coup, on verra déjà l'impact avec les 6 Oui, mois qui ont été faits oui, sur la qui vont être productivité. faits. Mais il y Qui a eu vont des être faits. travaux similaires qui ont été faits ailleurs et qui montrent qu'il y a des résultats. On a changé un petit peu la donne pour justement plus partir de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire toute la partie microbiologique, qui est une partie qui intéresse tout le monde. Dans le monde entier, on travaille sur les microbiotes et sur la capacité de ces microbiotes à aider en santé animale et humaine. Ben, tout ça, ça fait partie aussi. On rattrape un petit peu la négligence qui a été faite sur tous les élevages d'animaux. Et c'est aussi là que ça s'inscrit dans le concept de une seule santé. Donc, c'est vraiment essayer de reproduire les conditions naturelles, donc avec un animal qui chasse. Et du coup, je rebondis sur une question qui a été posée dans le chat. C'était les poules ne chassent pas vraiment quand on leur donne ces vers comme ça sous les yeux. Et pourquoi ne pas faire une sorte de jeu pour les stimuler et du coup développer d'autres capacités. On y a pensé. Le problème qu'on a, c'est qu'on doit publier. On a en fait dans la photo que vous avez vue, les photos que vous avez vues, il y a en fait le système des poules élevées en liberté. C'est un système compartimenté en trois lieux. Le premier lieu, c'est là où elles pondent leurs œufs, où elles se reposent. Là où il y a essentiellement l'alimentation à base de céréales. Il y a une deuxième partie qui est une aire de jeu, où elles vont faire ce qu'elles adorent faire quand elles sont libres, c'est-à-dire se rouler dans la poussière. Et là, on leur distribue les larves, parce qu'on essaie de leur distribuer d'une manière homogène pour avoir une reproductibilité. Il y a une troisième aire, là où il pourrait y avoir un intérêt à faire ce qui est proposé par l'auditeur, c'est une aire où il y a de la végétation qui n'est pas naturelle parce qu'on est en plein désert, donc il faut reconstituer, mais ça serait dans une branche française, on pourrait tout à fait avoir ces aires naturelles avec, de toute façon, là, il y a déjà des insectes qui sont présents d'une manière sauvage et effectivement les distribuer à l'intérieur, mais là, on ne serait pas sûr de la distribution homogène entre toutes les poules pour avoir Oui, derrière un résultat qui nous permette d'interpréter. On aurait la compétition et là, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. En plus, la végétation, ce n'est pas uniforme. Hein. Donc, vous jetez les larves, mais les plus malignes vont probablement trouver plus vite que les autres. Mais enfin, c'est déjà un peu le cas, hein, parce que c'est des hiérarchies, hein, c'est plus de poules. Mais de toute façon, là, c'est quand même plus sûr d'assurer ça comme ça. Oui, ça rajouterait des biais dans les résultats qu'on ça obtient. rajoute des éléments qu'on ne peut pas mesurer comme ça. Ouais. Mais c'est intéressant. C'est une bonne alors, non plus sur cet exemple, mais vous avez parlé de l'élevage des mouches soldats noirs. Est-ce que c'est uniquement pour l'alimentation du bétail ou est-ce qu'il y en a aussi pour l'alimentation de l'homme? Ça, c'est une question qui me plaît beaucoup parce qu'il y a très peu d'informations sur ce sujet-là. Il y a des chefs sud-africains qui ont commencé à faire quelques expériences. Et nous aussi, on en a fait avec, comme je vous parlais à la fin de ma présentation, du travail qu'on fait avec les chefs cuisiniers péruviens. On a fait un travail là-dessus pour voir un petit peu quelles étaient les possibilités avec cette mouche de se nourrir. Bon, alors il faut bien la préparer parce qu'elle a une odeur un peu particulière, donc il faut accepter cette odeur-là, ou la préparer de manière à ce qu'on n'en sente plus. Enfin, de toute façon, si c'est possible, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème lié à la composition de la mouche elle-même. C'est plus un problème de s'habituer à une chose. Oui, c'est ça. Il faut que les mentalités changent progressivement. Voilà. D'où l'éducation. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu beaucoup parler de cette affaire. Et du coup, une question qui est liée à ça, c'est où est-ce qu'en est l'élevage d'insectes aujourd'hui dans le monde et est-ce qu'il y a des pays qui sont bien plus avancés sur ce point que d'autres? Bien évidemment, et en particulier les pays asiatiques, aussi bien au niveau de la production pour les animaux, quoique pour la production pour les animaux, l'Europe et les États-Unis se sont quand même bien mis en route. Donc, du côté, disons, de l'industrialisation massive, on est à peu près partout dans la même situation. Par contre, pour l'usage alimentaire pour les hommes, enfin pour les êtres humains, on va dire que c'est essentiellement l'Asie, la Chine, l'Indochine, enfin pardon, les pays d'Indochine et en particulier l'Indonésie. En Afrique aussi, il y a beaucoup de... Déjà,
énormément de populations qui mangent naturellement des insectes, mais il commence à y avoir aussi des expériences. J'ai donc un collègue de notre institut qui travaille beaucoup sur je vous ai montré donc le ver de palmier là, qui vient du palmier amazonien, mais vous avez l'équivalent en Afrique. Et j'ai mon collègue donc, Philippe Le Gall qui travaille avec les collègues camerounais sur l'élevage de ces grosses larves de coléoptères pour alimenter le marché de Yaoundé. Donc on est vraiment dans ces situations-là. En Afrique aussi, il y a beaucoup d'intérêt pour ces expériences-là. Okay. En fait, on attend que les mentalités pour passer la troisième et augmenter la production. Tout à fait. Alors, ça, c'est surtout, les mentalités, c'est surtout, comme je l'ai dit au début, dans le monde occidental. Évidemment. C'est chez nous. Et alors, du coup, vous parlez de l'élevage de ces insectes, mais certains sont bénéfiques, donc d'un point de vue nutritif, mais est-ce qu'il y en a, j'imagine qu'il y en a qu'on ne peut pas manger, en fait? Ah oui, il y en a même qui sont des venins terribles. Oui. Comme tout, d'ailleurs, il y a des plantes qu'on mange et puis des plantes qu'il ne faut surtout pas manger. Hein. Le strychnos, qui donne la fameuse strychnine, ça vous dit tout de suite de quoi on parle. Et c'est pareil pour les insectes. Il y a des insectes qui sont très malins. J'ai travaillé sur un insecte amazonien qui se nourrit essentiellement, qui se nourrit seulement, sa chenille, c'est un papillon, qui se nourrit essentiellement sur un arbre médicinal péruvien, qui contient un produit qu'on avait travaillé pour ses propriétés contre la leishmaniose, une parasitose qui atteint l'homme. Et en fait, la chenille se nourrit des feuilles de cet arbre. Et en fait, le produit qui est très actif, qui est présent dans les feuilles, elle le métabolise et elle le concentre. Donc, ça protège en fait ensuite la chenille et le papillon d'attaques de prédateurs parce que tout se sait dans la nature d'une manière plus ou moins innée et en fait, on n'attaque pas un animal qui est toxique. Donc, on sait qu'il est. D'accord. C'est une organisation qui est un apprentissage, je dirais, inné. C'est des cycles dans lesquels tout ça fonctionne ensemble. Il y a aussi des insectes qui sont capables de produire, à partir de quinones présentes dans les latex des arbres, des crachats qui sont très caustiques. Ouais, c'est toutes les stratégies possibles. Oui, il y a de tout. Donc, effectivement, tous les insectes ne sont pas mangeables. Très bien, oui. OK. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On a terminé avec les questions. Donc, voilà, je finirai avec la petite note d'humour dans le chat où on nous propose un apéro avec des insectes grillés, bien évidemment. Et je peux malheureusement vous proposer que mes insectes dans l'alcool. Bon. Et en alcool, oui. Bon, voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie Scientivivre de m'avoir donné cette occasion de défendre la cause des insectes. Au revoir et bonne suite de festival. Merci beaucoup. Et alors, je vous retrouve pour, alors pas vous, Michel Sauvin, mais du coup, le public. Il reste 3 conférences, donc lundi soir, mardi soir et mercredi soir pour terminer ce festival, cette édition du Festival Scientivivre inédite en ligne. Et merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir.